dimension finie, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. C'est invariant par la symétrie, ça contient toutes les informations que je vais maintenant donner. Donc ça, c'était le premier point. Petit a, on a ceci. Et donc, petit b, c'est que lorsque je regarde le gradient de u, où u est différenciable en x0 de loi m0. Alors, le gradient de u en x, il est fx mesurable. Donc, fx mesurable. C'est-à-dire, il est mesurable, ça c'est la tribu engendrée par x. Alors, formellement, dire que c'est engendré, que c'est mesurable par rapport à la tribu engendrée par grand X, c'est de dire que c'est donné par une certaine fonction, cette fois une fonction locale de X. Et donc, ça c'est vrai, c'est une conséquence si X est bien fichu. C'est-à-dire si M est bien fichu. Et donc si à la fois c'est une fonction de grand X, vous voyez que c'est automatiquement, si à nouveau si X est bien fichu, c'est le même psi pour tous les X que je prends qui ont la même loi. Le gradient de U au point x0, c'est psi de x0, et ça c'est psi de y0. En tout cas, si la loi de M est diffuse, s'il n'y a pas de souci. Si psi est bien défini de manière unique, univoque. Bref, s'il n'y a pas d'atome. Donc ça, malheureusement, on ne peut pas l'écrire. Et du fait qu'on ne peut pas l'écrire, ça veut dire que là, on va retomber sur le fait qu'il est difficile de définir une différentielle, une forme linéaire sur l'espace de probabilité. Parce que là, si on avait ça, mon psi, ça serait ce dont je pourrais me servir pour réellement définir une différentielle sur l'espace de probabilité. Ça, je n'ai pas tout à fait le droit de le faire. Donc ce n'est qu'une interprétation, mais c'est parfaitement rigoureux à ce niveau-là. Alors, je n'ai pas de démonstration très simple de ça. Ça devrait être possible de simplifier beaucoup la démonstration. D'abord, différenciable ou C1, c'est la même chose. Donc, je vais essayer de justifier ça pour C1, puisqu'on peut toucher par-dessus et par-dessous avec des fonctions C1. Bon, ça, je mets de côté. Ensuite, il est facile de comprendre ce point-là lorsque M0 est une bonne mesure. Alors, par bonne mesure, je vais dire régulière, strictement positive. Bonne mesure de probabilité. J'ai une bonne densité, je n'ai pas de trou. Donc, on va comprendre ce cas-là, et puis après, je vous indiquerai pourquoi c'est vrai dans le cas général. Alors, donc, premier cas. Donc, ça, c'est l'étape 0. Ça, la première étape, ça sera de dire bonne mesure. C'est-à-dire, C1 suffit. Hein, c'est ça l'étape 0, parce qu'on peut toucher par-dessus, par-dessous, par des fonctions C1. Bon, alors, donc, l'étape 1, c'est de comprendre pourquoi ceci est vrai dans le cas où M est une bonne mesure. Et il n'est pas totalement inutile d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc, je suis en train de regarder U de X plus HZ, hein, c'est vraiment ça que je suis en train de faire. Dire que ça, c'est semblable au sens, j'oublie les petits taux, U de X plus H fois l'espérance, je vais l'écrire comme ceci, de gradient de U de X scalaire Z. Et donc, ce que je
cherche à comprendre, c'est pourquoi gradient U de x est fx mesurable. Hein, c'est ça que j'essaie de comprendre. En général, j'ai aucun espoir, à ceci près qu'il faut se souvenir que ici, ceci ne dépend que de la loi de x plus hz. Donc là, il y a de l'information. Comment l'extraire? Deuxième remarque, c'est que si on considère que le résultat est vrai, bien, je peux remplacer un accroissement quelconque par l'espérance conditionnelle de z sachant x. C'est-à-dire la projection sur l'espace vectoriel, le sous-espace vectoriel fermé de L2, engendré par les fonctions fx mesurables par rapport à x. Ce qui est quand même, ce qui n'a rien d'évident, parce que z et e de z sachant x, ben, ce n'est pas la même chose. La norme L2 de la projection est en général strictement plus petite. Mais pourtant, au premier ordre, de prendre z ou de prendre une espérance conditionnelle, ça ne change rien en termes de variation. Alors ça, de quoi ça vient? Et ça, c'est évidemment du fait que ça ne dépend que de la loi, parce qu'autrement, si vous prenez les fonctions quelconques, bah, vous prenez l'énergie, la norme L2, bah, c'est pas vrai. Enfin, non, la norme L2, c'est une fonction, ça ne dépend que de la loi. Vous prenez un truc un peu plus compliqué. C'est justement vrai pour la norme L2. Parce que le premier terme, c'est le produit scalaire de x et de z. Bah oui, le gradient, c'est x. C'est bien la fonction psi, c'est la fonction identité. Bon. Alors, comment comprendre ça? Alors, le mieux, c'est d'essayer de calculer la loi de x plus hz. Donc, je suis obligé d'introduire la loi jointe. Je prends pi, la loi jointe de xz. La définition de, et j'appelle MH, la loi de x plus hz. C'est toujours la même chose, hein, on va se balader sur z égale y moins x. Donc, je l'ai déjà écrite tout à l'heure, je la réécris maintenant, c'est l'intégrale de phi des MH, ça fait l'intégrale de phi de x plus hz des pi de xy, de xz. Et puis je prends une fonction régulière. Comme m est régulier, il n'y a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Eh bien, si je prends une fonction régulière, phi, ça, je peux faire un développement limité. Ça fait quoi? Phi de x fois dpi de x de z, ben, ça fait l'intégrale de phi dm. Ben oui, en h égale à 0, je suis sur la loi de x. Ensuite, au premier ordre près, qu'est-ce que je récupère? Je récupère h fois l'intégrale de phi prime de x, scalaire z, dpi de x et de z. Et ça, je vais les réécrire autrement. Je vais le réécrire, l'intégrale de phi prime, c'est le gradient, hein, si vous voulez, mais bon, de phi prime de x, fois l'intégrale de z dpi de x et de z, là j'intègre en z, si vous voulez, donc je vais faire ça, je vais écrire pi de x de z des z pour que les intégrations et les intégrales soient bien claires. Je peux diviser par l'intégrale de pi de x de z des z, qui est m, et je multiplie par m, de tout dx. Ce bazar-là, c'est la même chose que ceci. Donc c'est plus h plus un petit o de h.
Donc ça, je peux faire une intégration par partie. Ça fait le terme d'ordre 1. Donc ça, je l'ai démontré. Je peux effacer ceci. Donc à l'ordre 1, M est très régulier. La morale de tout ça, c'est qu'à l'ordre 1, MH est donné par M moins H, moins parce qu'il y a une intégration par partie, donc ça devient M de X, la divergence de M fois une certaine fonction que je vais baptiser Q, semblable. Donc ça, c'est mon vecteur moins divergence de MQ, c'est mon vecteur tangent, où Q de X est donné par quoi? Bien, est donné par l'intégrale de Z de pi de X Z, dz, divisé par l'intégrale de pi de X Z dz. Et ça, du point de vue probabiliste, c'est quelque chose de très simple. Ce n'est rien d'autre que la loi conditionnelle de Z sachant grand X. Donc, précisément, ça, c'est E de Z sachant que grand X est égal à petit x. C'est la définition. Enfin, c'est une caractérisation de cette loi conditionnelle. Donc, en d'autres termes, ce que vous voyez, c'est qu'au premier ordre, il n'y a aucune différence dans la loi de x plus hz que vous preniez z ou son espérance conditionnelle. Donc, au premier ordre, MH au premier ordre ne dépend que de l'espérance conditionnelle de Z sachant X sur Fx. Et donc, ça veut dire que ici, vous avez une forme linéaire en Z qui ne dépend que de la loi conditionnelle de Z sachant X. Ça veut dire que gradient U de X est Fx mesurable. Ou que remplacer Z par l'espérance conditionnelle, au premier ordre, ça ne change rien. Donc, lorsque toutes les mesures sont régulières. Donc, en fait, c'est l'idée très, très bête, c'est que lorsque vous prenez grand X plus HZ, au premier ordre près, vous ne voyez pas tout Z. En termes de vecteur tangent, ce que vous voyez, c'est uniquement, ce qui est assez naturel quand on y réfléchit, vous voyez uniquement cette loi conditionnelle. Ben voilà. Donc ça, c'est ça qui permet de comprendre pourquoi c'est vrai. Ça, la démonstration est du coup, comme si vous avez des mesures C infini, là ça devient vrai, tous les restes sont bons, et donc de passer de l'un à l'autre au premier ordre près, c'est la même chose, la fonction est C1, donc vous pouvez éliminer les restes, et la démonstration s'ensuit. Bon, de mettre les epsilon là où il faut, ça complique les choses. Mais voilà le bon argument. On voit que au niveau de la loi de la loi de x plus z, bah c'est pratiquement, si toujours je prends cette notation semblable pour dire que je veux que le développement limité à l'ordre 1 en h soit le même, c'est aussi sachant fx. Alors, de manière générale, ce que vous voyez apparaître ici, et ça permet de comprendre quel est, dans le cas d'une bonne mesure, on retombe sur effectivement que la différentielle, dans le cas d'une bonne mesure, il n'y a pas trop de problème. Et ça, les gens le savaient depuis très très longtemps. On savait bien que parler de différenciabilité en un point M0 qui correspond à une mesure bien fichue, et là je ne suis pas économe sur le bien fichu. Hein. Vous savez que ça ne présente pas de difficulté.
Parce que l'espace des vecteurs tangents, et d'ailleurs on vient de le revoir, c'est tous les vecteurs de la forme moins divergence de QM. Oui, le M, ça va être un M ici. M égale M0. Hein, dans tout ce que j'ai écrit, de temps en temps je mettais un 0, de temps en temps je ne le mettais pas. Donc les vecteurs tangents, c'est quelque chose qui est linéaire par rapport en de tels vecteurs tangents, c'est assez naturellement un gradient. Et donc, la notion de différentiel, c'est a priori d'avoir, je vais baptiser ça, vous avez un potentiel phi, et vous avez un gradient phi de x, q de x scalaire m. Voilà l'action de la différentielle sur un vecteur tangent. Et bien maintenant, si vous traduisez cela en termes de variables aléatoires, vous avez un E de psi de grand X, Q de grand X. Et ce que vous reconnaissez là, c'est effectivement le psi dont je parlais, hein, qui est la fonction de grand X, c'est le gradient U de X. Pardon ? Non, uniquement dans le cas quadratique. Dans le cas où grand U était une fonction quadratique. En général, c'est une fonction plus compliquée. Si, pour qu'on reprenne l'exemple du polynôme, hein, l'intégrale de phi m, qui est l'espérance de phi de grand X, ben là, il n'y a pas de problème. Mon psi de x, c'est phi prime de grand X, lorsque j'ai des fonctions scalaires. Bon, là, c'est vrai, même si x est pourri, enfin, on a une loi pourrie, mais c'est tellement simple dans ce cas-là que c'est évidemment un peu particulier. Bon. Alors tout ça, c'est gentil, mais bon, peut-être qu'il y a encore... ça permet de comprendre pourquoi ça marche, mais il y a encore une dernière étape, parce qu'on va le démontrer en n'importe quel point. Alors, j'ai un argument vraiment tordu pour m'en tirer. Il consiste à dire la chose suivante. Donc, je peux créer toutes les lois jointes que je veux dans mon espace très riche. Et donc, la dernière étape, c'est récupérer toutes les lois. Donc, je prends un x0 associé à une loi de loi m0. Et ce que je vais faire, c'est regarder x0 plus epsilon fois g. Par exemple, g est une gaussienne, où g est indépendante de x0. Donc gaussienne. Gaussienne unitaire, c'est-à-dire centrée de variance 1. Ça, c'est la loi de ce bazar-là. Comme vous prenez deux variables aléatoires indépendantes, c'est le produit de convolution. Donc, ça vous fait M0 convolé avec G epsilon, qui est simplement donné par X sur epsilon, j'imagine, et fois 1 sur epsilon d, où G est la gaussienne centrée, donc 1 sur racine de 2 pi à la puissance d et puissance moins x2 sur 2. Bon, et ça, c'est parfait, dans le sens où
Là, c'est une bonne mesure. Et donc, je peux appliquer, comme j'ai une fonction C1, je sais que gradient U en x0 plus epsilon g et f x0g mesurable. Je pourrais dire x0 plus epsilon g. Mais je prends une tribu plus grosse qui est la tribu engendrée par le couple x0 et g. Bon. Oui, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais quand epsilon tend vers 0, le g, on va l'oublier. Non, prenez x0 égale à 0. L'attribut engendré par epsilon g ou l'attribut engendré par g, c'est la même chose. Il ne reste, vous la gardez en entier. Ça, dans L2, parce que c'est une fonction C1, dans L2, ça tend vers gradient U de x0, c'est un sous-espace vectoriel fermé, et donc gradient U de x0, c'est f x0g mesurable. J'avais dit que je mettrais des crochets. Donc j'ai presque démontré ce que je voulais, à part que j'ai éventuellement beaucoup agrandi ma tribu. Prenez x0 égale 0. Alors vous en déduisez que c'est fg mesurable, au lieu de dire que c'est constant. Donc il y a quand même pas mal, de pertes. Voilà, parce que l'attribut engendré par 0 est l'attribut trivial. Mais en revanche, g, je choisis comme je veux. Prenez-en maintenant deux indépendants l'un de l'autre. Et gardez l'exemple de 0. C'est fg mesurable, quel que soit g. Mais si je prends deux g qui sont indépendants l'un de l'autre, ben ça veut dire que c'est constant. Parce que si vous prenez, ça veut dire deux sous-espaces vectoriels orthogonaux, et ben si vous êtes dans l'intersection des deux, ça veut dire que c'est 0. Hein. Et donc, en prenant maintenant g égale g1 et g2 indépendants, ben vous en déduisez qu'en fait, ça ne peut pas dépendre de g. Donc c'est fx0 mesurable. Bon. Alors c'est bizarre comme démonstration. Hein. Je ne vous cacherai pas que quelque chose qui paraît très très naturel, mais bon, je ne suis pas arrivé à m'en servir directement du fait que ça ne dépende que de la loi. Et si on commence à parler de vecteurs tangents, ben on est coincé. Là, on va avoir des histoires de mesures plus ou moins bizarres. Alors évidemment, 0, c'est une masse de Dirac. Et je vous avais déjà indiqué que lorsque vous avez une masse de Dirac, vous n'avez pratiquement pas de variation. Je vois l'expert Guillaume qui est perplexe. Non, tu n'es pas d'accord? Non, parce que si je dis une bêtise, il vaut mieux me le faire remarquer. Hein. On n'est pas à l'abri hein, de ce genre de... Donc, maintenant, on comprend un petit peu... Enfin, on comprend. On a quelques petites lumières sur la manière dont le gradient opère. Et donc, je le répète bien, on a une notion de différenciabilité, on a une notion C1. Le plus simple, c'est on travaille sur les variables aléatoires, il n'y a plus de problème de singularité. En revanche, lorsque l'on veut traduire ça en termes de forme linéaire agissant, est-ce que c'est un polynôme de degré 1 ou pas, la différentielle en un point, ben, la différentielle en un point dans l'espace de proba, je ne veux pas trop jouer à ça. Je peux la définir implicitement par ce que je suis en train de faire, mais c'est dangereux à manipuler, très dangereux à manipuler. Et donc je préfère garder des choses sur lesquelles j'ai un certain contrôle de la... je comprends un peu ce que je suis en train de dire, plutôt que d'essayer coûte que coûte de faire les choses de manière intrinsèque dans P. En plus, je reviens en arrière, mais fondamentalement, moi, d'où je viens, c'est de partir de n agents, de n points dans Q puissance n. Donc, c'est vraiment cette limite quand n tend vers l'infini. Et donc, tous les points de vue qui sont compatibles avec cette limite me vont. Moi, le fait que des points de vue plus géométriques en disant je ne veux faire que de l'intrinsèque sur P, les géodésiques, je m'en fous. Je veux dire, les géodésiques, je m'en sers si elles me sont utiles.
Alors, c'est pas anodin parce que dans le calcul différentiel qui a été introduit avec un certain nombre de couches qui est basé sur les géodésiques, enfin, les avantages et les inconvénients que l'on peut avoir avec les deux approches, c'est que l'autre approche permet de parler de sortes de dérivées formelles de fonctions qui ne sont même pas continues. Et c'est utile pour l'étude d'un certain nombre d'équations aux dérivées partielles, style les milieux poreux. Donc là, je pense aux travaux de Félix Otto qui montrent que c'est un flot de gradients, mais d'un certain gradient généralisé. L'équation des milieux poreux est un flot de gradients généralisé sur l'espace de Wasserstein. Bon. Donc si on veut étudier des EDP en dimension finie, pas de problème. Ça peut être un point de vue utile. Moi, j'ai réellement caché dans tout ce que je raconte des problèmes d'analyse en dimension infinie. Et là, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le type de calcul différentiel, au sens des équations en dimension infinie. Et je vais illustrer ça tout de suite en prenant un exemple qui conclura le cours de ce matin, qui est l'exemple des équations éconales. Donc, sur le calcul différentiel, ça suffit. On a un gradient, on travaille sur les variables aléatoires, et il n'y a pas trop de soucis à se faire parce que de passer d'une représentation à l'autre, c'est simplement, ça a la même loi, et c'est simplement des changements de variables, fondamentalement. Et donc, fin du rappel. Et j'attaque ce que je vous avais annoncé que je ferais cette année. Mais grâce à ces points de vue-là, ça s'est considérablement simplifié. Donc vous y avez gagné par rapport à ce que je savais faire l'an dernier. Alors, donc, on va commencer par des équations d'Hamilton-Jacobi. Je vais déjà faire l'équation éconale toute bête. Donc, un exemple. Premier point, un exemple. Après, on fera plus général. Alors, cet exemple, ça avait servi d'ailleurs à motiver nos problèmes. DUN, je ne sais pas les N si je les mets en haut ou en bas, peu importe. Allez, DUN plus N fois somme de I égale 1 à N de gradient par rapport à XI de UN carré égale à 0 dans RD à la puissance N, de sorte que chacun des XI appartient à RD. Je vais travailler avec des fonctions périodiques de façon à ne pas avoir de soucis. Donc, périodique en chacun des xi. Et je vais ne pas avoir de soucis à l'infini. Et enfin, je prescris une condition initiale qui est un UN0 de x1 et xn. Et je vais rajouter l'hypothèse de symétrie. Donc ça, je vais rappeler des choses que j'avais indiquées l'année dernière, et puis on va maintenant pouvoir aller plus loin. Je vais supposer qu'au sens où on l'a appris l'an dernier, ceci se stabilise, c'est-à-dire c'est une dépendance faible par rapport à chacune des variables x1 et xn. Donc ceci converge entre guillemets uniformément vers une fonction u qui est continue sur l'espace des probabilités. Grosso modo, vous pouvez penser que UN0, c'est l'échantillonnage de U, c'est U en MNX. Et c'est un U0.
Alors, la solution dite de viscosité, la bonne solution stable de cette équation, ayant le principe du maximum, la bonne solution est donnée par une formule qui est une formule de contrôle optimal, à vrai dire. C'est l'inf, formule dite de l'axe lénique, donc LO, consistant à dire, et c'est simplement une formule de contrôle optimal très très simple, puisque les géodésiques sont des lignes droites. On a une équation qui est invariante par translation. Donc elle est donnée par cette formule dite d'inf convolution, l'inf sur tous les y. Et donc, ce que j'avais dit l'an dernier, c'est que ceci, quand peut être regardé comme l'inf sur les y, c'est disons semblable à U0 de MNY, ça c'est pratiquement la même chose, initialement. Et puis, si je fais les permutations, c'est-à-dire que je prends toutes les permutations possibles de y, je mets ici 1 sur 2 nt de x moins y permuté, je ne change rien parce que, effectivement, remplacer y par le y sigma, c'est-à-dire le point dont les coordonnées sont permutées par rapport à celles de y, ça ne change rien sur le UN0 par hypothèse, et ça me fait apparaître ici y sigma. Et donc, les deux infs sont les mêmes. Ça ne rajoute rien. En revanche, lorsque je fais ceci, là, ce que je vois apparaître par définition, c'est l'inf de y, enfin, par propriété élémentaire, c'est de U0 de Mn de y, plus 1 sur 2t, la distance au carré de Mnx et de Mny. Cet inf au carré, modulo le 1 sur 2t, est précisément la distance entre les mesures empiriques. Donc ça, c'est, en tout cas, si UN0 est donné par U0 de Mn de Y, ou on est très proche, si c'est donné par U0 de Mn de Y, c'est en fait la réinterprétation grâce à la symétrie de la formule de l'axe lénique. Il n'y a rien là-dedans. En revanche, on voit tout de suite ce qui se passe quand n tend vers l'infini. Les UN, on s'attend à ce que ça devienne des U de M et de T. Et la formule, quelle est-elle? Mn de y, quand n tend vers l'infini, les mesures empiriques, c'est n'importe quelle mesure empirique, ça devient n'importe quelle mesure. On peut approcher n'importe quelle mesure par une telle mesure empirique. Et donc ça devient l'inf sur les M' de U0 de M' plus 1 sur 2t de d carré de MM'. Alors, pourquoi c'est vrai d'ailleurs qu'on peut toujours approcher n'importe quelle mesure par une mesure empirique avec les mêmes poids? Alors, vous pouvez faire des démonstrations compliquées ou vous pouvez dire, je vais faire des tirages aléatoires de lois, ce que je veux approcher. Donc, GM, je veux l'approcher par des mesures empiriques. X1, Xn, de loi M. Mais la mesure empirique de ce tirage aléatoire converge presque sûrement vers la loi M, CQFD. Donc, on n'a rien à démontrer. Ensuite, vous pouvez essayer de faire des constructions, et ce n'est pas inintéressant de se poser la question, c'est de dire, étant donné une mesure M, comment je peux approcher au mieux la mesure M par des mesures empiriques? Alors, si la mesure M est diffuse, vous voyez que vous allez découper en n cubes. Prenez l'identité, qui sont de volume 1 sur n. Le volume de la boîte, c'est 1. Et puis, au centre de chacun des cubes, vous allez mettre une masse de Dirac. Si c'est 1, il est difficile de faire mieux.
Et ça vous donne une sorte de vitesse d'erreur, d'erreur qui fait apparaître la dimension. Hein. Parce que la distance ensuite entre cette mesure empirique et la mesure 1, c'est n fois la distance. Et la distance, quelle est la distance que l'on peut parcourir dans un cube de volume n? C'est 1 sur n à la puissance 1 sur d. Donc vous voyez que là-dedans, je me souviens, je crois que c'est exactement 1 sur n à la puissance 1 sur d, que pour l'identité, on peut démontrer qu'on ne peut pas faire mieux que de 1 sur n à la puissance 1 sur d. Mais sur les mesures, est-ce qu'on a toujours du 1 sur n à la puissance 1 sur d ou pas? Et pour l'histoire de loi des grands nombres, c'est un peu compliqué parce que quand je faisais avec ces tirages aléatoires, on pourrait se dire, mais ça, en moyenne, c'est une vitesse 1 sur racine de n. Non, on ne peut pas faire mieux que 1 sur n à la puissance 1 sur d. Donc il y a des choses qui ne sont pas inintéressantes là, qui consistent à dire, étant donné une mesure de proba quelconque, comment je peux l'approcher? Hein, c'est la théorie de l'approximation, mais en dimension infinie. Ensuite, il y a beaucoup d'autres questions sur les approximations par les polynômes, etc., les vitesses de convergence. Il y a toute une petite théorie enfin petite, je me méfie, parce qu'il y a des questions d'information là-dedans. Donc, il y a vraiment une théorie de l'approximation à construire. Et qui est en plus pas complètement inutile. C'est pas uniquement faire de l'analyse pour de l'analyse. Hein. Enfin bon, bref. Donc, en tout cas, par les tirages aléatoires, on voit qu'on peut toujours approcher une mesure par une mesure empirique. Et donc, cette formule est correcte. La formule de l'axe lénique, instantanément, nous dit que si les conditions initiales ont cette dépendance faible par rapport à chacune des variables et un module de continuité uniforme, ce qui est nécessaire pour dire qu'à une sous-suite près, ça converge vers un certain U0, alors nécessairement la solution de cette équation aux dérivées partielles non linéaires converge vers cette formule-là. Et ce que je vous avais dit l'an dernier, c'est que bon, là, c'est quand même un problème, c'est paradoxal. En général, on connaît l'équation et on ne connaît pas la solution. Là, on connaît la solution et on ne connaît pas l'équation. Donc, on est parti d'une équation, on a une formule. La solution est donnée par ça. Et évidemment, on a envie de dire que l'équation en question, pas besoin d'être, devrait être quelque chose comme dire je prends U' en M, je mets la norme au carré, et ça devrait être un truc comme ça. Il me manque un demi là. C'est-à-dire l'équation aïkonale, l'équation de Hamilton-Jacobi aïkonale sur P. Mais comme parler la différentielle est compliqué, alors je peux le faire pour des fonctions C1, hein, après tout, il n'y a que ça dont j'ai besoin, c'est ce que je vous avais expliqué l'an dernier. Par les mécanismes de solution de viscosité, on a uniquement besoin de définir l'équation sur les fonctions de test régulières. Sur les fonctions C1, je vous avais donné une formule pour U' de M carré, en jouant sur la dualité, etc. Donc c'était quand même pas très simple, pas lumineux du point de vue de la compréhension. Maintenant, prenons le point de vue variable aléatoire. Donc, confère le cours de l'an dernier. Maintenant, je vais réexploiter cette formule. Donc les choses sont un peu paradoxales. J'étais dans RD puissance n, je commence par plier. En pliant, je trouve ça. Je passe à la limite et maintenant je vais déplier. U de M et de T, c'est donc U de grand X et de T. Pour chaque X dont la loi est M.
l'inf sur m', je vais mettre l'inf sur toutes les variables aléatoires, y. De U0 de y, qui ne dépend que de la loi, plus 1 sur 2t. Alors normalement, ici, je devrais avoir la distance de la loi de x à la loi de y. Et la distance au carré, c'est l'inf de toutes les normes de x moins y au carré sur tous les couples dont les marginales sont précisément les lois de x et les lois de y. Comme ça ne dépend que des lois, vous voyez que le même raisonnement qui consistait à dire je peux mettre l'inf sur sigma ou ne pas le mettre, bien ici vous avez la même chose, je peux mettre l'inf sur tous les couplages ou pas, et donc ça me fait l'inf sur tous les y de u0 de y plus 1 de 1 sur 2t de la norme de x moins y au carré. Ça, c'est la norme L2. Hein. Et puis ça c'est la formule de l'axe solénique pour une équation de Hamilton-Jacobi dans un espace de Hilbert. Là, il n'y a plus de difficulté pour l'interpréter. Et donc, on s'attend à ce que l'équation soit donnée par du sur dt. Maintenant, je regarde mes fonctions sur l'espace L2, et ici, simplement, ce que je vais mettre, c'est un demi de la norme de U' de x en norme au carré. Ça, cette norme, hein, si vous voulez la réécrire avec des gradients, c'est l'espérance. Je prends la variable aléatoire gradient U au point x. C'est ça, hein? Mais c'est la norme au carré du gradient. U', si j'identifie l'espace de Hilbert avec lui-même, son dual avec lui-même, eh bien, c'est la norme du gradient au carré. Donc, c'est vraiment la même équation. Donc, c'est ce qu'on essayait d'écrire avec le U' de m au carré, mais avec des difficultés, parce que c'est la norme de l'espace tangent, mais l'espace tangent, c'est un bazar infernal. Si on est sur les variables aléatoires, c'est transparent. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Oui et non. C'est-à-dire, ou bien vous savez tout sur les équations d'Hamilton-Jacobi en dimension infinie, c'est-à-dire la série des 9 articles de Mike Randall et de moi-même, il y a une quinzaine d'années, qui n'avaient rien à voir avec tout ça. Hein. Quinzaine d'années. Je me rajeunis, c'est même pire que ça. 90, non. Oui, c'est pire que ça. Donc, disons que le numéro 8 ou 9, je ne sais même plus s'il y en a 8 ou 9 dans la série. J'ai oublié tellement c'était il y a longtemps. Donc, maintenant, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que appliquer cette théorie nécessite de faire des choses parce que la définition des solutions de viscosité là, il faut que je parle un tout petit peu de solution de viscosité et de maximisation. Bref, pour faire des solutions de viscosité, on a besoin. Pour faire des solutions de viscosité, on a besoin de fonctions C1 et puis on a besoin de prendre des points de maxima, des maxima de fonctions. Et lorsque j'ai affaire à des fonctions sur un espace de Hilbert, maximiser sur un espace de Hilbert, je n'ai pas de compacité locale. Alors, il y a des théorèmes de maximisation à epsilon près. Donc, il y a le principe d'Eklund, mais ça introduit des distances qui ne sont pas différenciables. Donc, si on ne peut pas faire mieux, on s'en sert. Donc, ça dépend de la géométrie des espaces. Dans un espace de Hilbert, on peut faire plus simple. C'est les principes d'optimisation à epsilon près qui sont une conséquence du principe d'Eklund, enfin de la démonstration d'Eklund qui était dans le...
je pense, dans un article d'Ecland et Lebourg, et qui ont été systématiquement développés par de nombreux auteurs, comme par exemple Bourgain, pour la généralité la plus extrême sur les espaces de Banach. Alors, avec de la maximisation générique, on peut s'en tirer pour faire marcher les solutions de viscosité. Donc, c'est une voie. Je préfère utiliser une voie, un raccourci ici, parce qu'on a l'énorme avantage d'avoir certes une équation d'Hamilton-Jacobi dans l'espace de Hilbert, mais de s'intéresser à des fonctions qui ne dépendent que de la loi. Donc ça, je vais me servir de ce fait-là, c'est-à-dire que je vais regarder des solutions d'équations comme ceci, mais des solutions qui sont invariantes. Et vous allez voir à quel point les démonstrations sont simples. Alors, allons-y tranquillement pour cette équation, et déjà définissons une solution. Donc, je vais prendre U, une fonction qui sera continue, ne dépendant que de la loi dans L2 croix 0 à l'infini. Est une solution de cette équation-là, donc de E comme éconal, ou comme équation d'ailleurs aussi, solution de E. Et en fait, plutôt que de définir solution, on va définir sous-solution. Donc, grosso modo, l'idée, c'est de dire qu'au lieu d'avoir égal à 0, c'est inférieur ou égal à 0. Il y a ainsi pour tout phi de classe C1, invariante ou pas invariante? En fait, ça ne change rien. Mais je vais faire la définition là avec C1 quelconque. Si quel que soit phi de classe C1 on a la propriété suivante, c'est qu'en tout point de maximum de U moins phi, de maximum local de U moins phi, alors ce point, oh là là, si je dormais, ça serait quand même mieux. Alors, donc, en tout point x0, t0, appartenant à L2, croix 0 à l'infini, de U moins phi, de maximum local de U moins phi. Mais en un point de maximum local, on s'attend à ce que les dérivées coïncident et on remplace du sur dt. C'est un grand U. Eh bien, on veut que l'équation qui devrait être satisfaite par U, ou l'inéquation qui devait être satisfaite par grand U, eh bien, elle l'est en fait par phi. Donc, je vais mettre ici gradient phi. Bon. Alors, sous-solution, c'est ça la définition. On teste par-dessus, on fait toucher par des fonctions C1. Sur solution, c'est la même chose en prenant max devient minimum local et négatif ou nul devient positif ou nul. Et enfin, solution, c'est être à la fois sur et sous solution. Bon. Alors ça, c'est lié au fait que définir l'équation présente un petit problème, parce que cette fonction U, qui est donnée par cette formule, n'est en général pas C1. Et du fait qu'elle ne soit pas C1, ben, je ne peux pas parler de U'. Elle n'est en général pas partout différenciable.
pour les équations d'Hamilton-Jacobi, c'est bien connu en dimension finie, ce sont les phénomènes de caustique. Ce qui est vrai en dimension finie ne disparaît pas en dimension infinie. C'est l'apparition de chocs. Bon. Donc, dire que ces solutions de l'équation, comme C1 ne fonctionnent pas, il faut un peu travailler. Alors ça, on sait bien maintenant que pour toutes les équations du style de celles que je suis en train de regarder maintenant, ce genre de définition fonctionne bien et permet de bien résoudre de manière unique et de manière stable de telles équations. Donc on essaie de transposer ce qui est bien connu en dimension finie, de le transposer dans le cadre qui nous occupe ici. Bon, donc, que dire là-dessus? C'est que la seule chose sur laquelle on puisse un peu discuter dans cette définition, c'est de dire, mais qu'est-ce qui se passe là? On avait des fonctions continues invariantes, ne dépendant que de la loi, et on teste avec des fonctions C1 absolument quelconques, qui a priori peuvent dépendre de la loi. Et d'autres choses que de la loi, je veux dire. Bon, alors, la raison pour laquelle je le fais dans un instant sera claire dans un instant. Est-ce que c'est grave ou pas? On en reparlera. Pour l'instant, je prends cette définition. Et j'insiste uniquement sur le fait je prends le maximum de fonctions de test. Je prends ce maximum de fonctions de test, donc je fais égal à 0. Et donc ça, en fait, c'est la définition sans l'invariance. C'est exactement la définition qu'on avait dans nos articles avec Mike Randall. Donc là, j'applique brutalement la définition, et simplement ce que je vais démontrer, ce que je vais observer, c'est à quel point le fait que ça ne dépende que de la loi permet de faire des démonstrations très simples. Et évite tous ces principes, cette problématique d'optimisation. Donc, en fait, je peux gommer le L là et dire ça, c'est la définition des solutions de viscosité pour des équations de type Hamilton-Jacobi comme ceci dans un espace de Hilbert. Maintenant, du fait que je sais que U est une fonction qui ne dépend que de la loi, donc pardonnez-moi, du point de vue pédagogique, c'est mieux d'enlever le L. Donc, je prends une solution quelconque. Donc, dans nos articles avec Mike Randall, PL2, enfin, dans cette série, il y a des résultats d'existence et d'unicité qui s'appliquent dans le cas d'espèces. Mais ce que l'on va voir, c'est qu'on a une démonstration beaucoup plus simple et d'ailleurs avec un peu moins d'hypothèses parce qu'il y a quand même des petites choses à dire là-dessus sur ces aspects d'unicité. Enfin, c'est pas, ça, ce sont des variantes. Le point important, c'est l'unicité. Alors, et puis, démonstration plus simple, et puis bien vérifier que ceci est compatible avec la limite quand n tend vers l'infini. C'est-à-dire, bon, j'ai une formule, mais si je prends des équations plus compliquées, je ne vais pas avoir de formule. Donc, je ne vais pas savoir ce qui se passe quand n tend vers l'infini. Comment je peux analyser ce qui se passe sur les EDP directement? Parce que là, j'ai pris un exemple sur lequel on sait que ça converge vers quelque chose. Et après, j'essaie d'identifier ce quelque chose. Mais en général, je n'aurai pas la chance d'avoir des formules explicites qui me diront quelle est la limite. Et donc, en particulier, je ne saurais même pas s'il y a une limite. Donc, dans le cas où je comprends qu'il y a une limite, j'ai quand même intérêt à voir pourquoi les équations entraînent que cette limite a lieu. Pour pouvoir faire des choses moins explicites. Alors, démonstration plus simple de l'unicité, parce que la limite, quand n tend vers l'infini, va entraîner l'existence aussi, et puis l'existence, j'ai la formule, entre guillemets. Donc, dans les 2 minutes qui restent, je vais vous faire la démonstration de l'unicité. Parce qu'elle est incroyablement simple.
Donc l'idée est de dire, je prends U de X, bon, et de T, sur les T, on n'en parle pas. Je prends deux solutions, une sous-solution avec U dans CL, maintenant, qui ne dépend que de la loi, et V dans CL. Et V étant une sursolution. Et je retranche moins 1 sur 2 epsilon, x moins y en norme au carré. Ça, c'est bien une fonction C1 qui, a priori, dépend de la loi. Enfin, dépend plus que de la loi. Ça dépend de la loi jointe. Ce n'est pas la distance de la loi de x à la loi de y. Bon, alors, là où les démonstrations ont commencé à se compliquer, à devoir travailler pour exhiber un point de maximisation, donc l'idée c'est de maximiser, ben là où ça posait un problème de maximiser en x et y, ben là il n'y en a plus. Parce que ça ne dépend que de la loi. Donc, ça ne dépend que de la loi de x, ça ne dépend que de la loi de y. Et puis ça, c'est une fonction qui est concave. Donc à maximiser, c'est parfait. Et du fait que ça ne dépend que de la loi et que les Mn, les mesures de proba, c'est compact, mais un point de maximum, je l'ai instantanément. On a compact, compact, concave. C'est la maximisation standard dans un espace de Hilbert. Et donc, je sais tout de suite que j'ai un point de maximum. Donc, il existe x0, y0, t0. Alors, pour bien faire, il faut mettre un moins delta t. Point de maximum. Alors, si t0 est strictement positif, est égal à 0, on conclut. Bon, je referai, là j'ai plus trop de temps, mais je referai la démonstration la semaine prochaine. Mais grosso modo, donc je finirai la démonstration la semaine prochaine, il se fait tard, je ne vais quand même pas, alors que vous avez eu le courage de venir aujourd'hui, je ne vais quand même pas vous infliger en plus de... quand je démarrais en retard, c'était quelque chose, mais maintenant que je suis à l'heure, mais avec une excuse de retard, maintenant que je suis à l'heure, je ne vais quand même pas finir en retard. Ça serait un comble. Donc, enfin, une théorie doit avoir au moins 3 exemples. Donc, pour l'instant, on n'en est qu'à 2 pour dire que je ne suis plus en retard. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, on reverra ça tranquillement. Mais le mécanisme vraiment très important que je voulais signaler, c'est que dans le cas où ça ne dépend que des lois, générer des points de maxima est quelque chose qui devient facile parce qu'on a la compacité. Donc on a une situation paradoxale dans laquelle on a des équations dans l'espace de Hilbert, ça c'est très agréable, et on n'en paye pas le prix puisqu'on a la compacité. Donc ça rend les choses... C'est pas aussi dur que des vraies équations dans les espaces de Hilbert, et c'est juste un peu plus compliqué que les équations dans Rn, mais guère plus. Donc fondamentalement, on est très proche de la situation de Rn. Voilà. Bon, alors ça c'était la fin, je suis allé trop vite et on n'a plus le temps, on reverra ça tranquillement la semaine prochaine pour voir comment ces équations fonctionnent. Et puis je reviendrai sur les histoires de fonctions C1, parce que ça c'est quelque chose qu'il va falloir tirer au clair. Non, rassurez-vous, pas les définitions, ça suffit. Mais savoir quand on teste la définition ici, est-ce que C1 c'est important ou est-ce qu'on peut se restreindre à des choses qui sont intrinsèques sur l'espace des probabilités? Ça l'est pas. Bon, la réponse est oui, ça ne change rien. Mais enfin, bon, on comprendra ça. Sur ce, bon week-end, bonne semaine, et puis à la semaine prochaine. Si on était au jeu des 1000 €, ça serait la semaine prochaine, si le cœur vous... Non, ça ne marche pas, parce que c'est pas lundi. Allez.